Eh bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette première édition de notre émission, voilà, Eco Co. Donc, je suis Antoine Ranou, je serai votre présentateur ce soir, un petit peu médiateur de la parole, mais en attendant, voilà, nous, on est un groupe d'étudiants. Notre ambition dans cette émission, ça va être en fait juste de discuter des sujets d'actualité qui peuvent faire débat actuellement. Là, ce soir, le grand thème qu'on a choisi finalement, c'est sur l'innovation. L'innovation va-t-elle trop loin? Et pour imaginer cela, on a pris deux thèmes principaux, deux questions principales en fait, qui vont être l'implantation de la 5G et la conquête de l'espace de manière générale. Alors, on a deux intervenants qui vont être avec nous, ainsi qu'un chroniqueur. Donc, eh bien, je vais les introduire tout de suite. Je tiens aussi à préciser une nouvelle fois que c'est une émission qui est ouverte à tous. On va vulgariser au plus possible. Quant à cela, on va rejoindre nos chers chroniqueurs tout de suite. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez juste sur ma gauche Julien qui sera notre chroniqueur qui va intervenir 2 fois ce soir. Eh bien Julien, je t'invite à te présenter. Bonsoir Twitch, bonsoir tout le monde. Moi c'est Julien, je suis étudiant en Master 1 d'entrepreneuriat, innovation, bioéconomie. Et dans cette émission, du coup, je serai chroniqueur. J'interviendrai du coup sur des petits sujets d'actualité. Et je suis également community manager d'Eco Co. Donc n'hésitez pas hein, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, @EcoNco Twitch, à tweeter, poster en story Instagram. Hein, je vous rigrammerai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Julien. Juste en dessous de Julien, on va avoir Olivier, donc il fait également partie intégrante du projet. Olivier, bonjour à toi. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Eh bien, je suis Olivier Cuculjean, donc je fais partie intégrante de Eco Co en tant que débatteur, on va dire. Donc je suis un étudiant en économie appliquée, notamment en économie de l'environnement. Je m'intéresse particulièrement donc aux questions sur l'économie circulaire et les questions dont on va débattre aujourd'hui, la 5G et la conquête spatiale. Parfait, merci beaucoup Olivier. Et donc, pour ce soir, on a l'honneur et le privilège d'accueillir avec nous l'intervenant extérieur finalement de cette soirée. Corentin, bienvenue à toi. Bonsoir, je m'appelle Corentin, je suis étudiant en 5e année du CESI de Reims, une école d'ingénieur et je suis spécialisé en informatique, une petite option Big Data. Et là, actuellement, je suis en stage chez une entreprise à Strasbourg. Voilà. Et je suis un peu passionné des innovations, des nouvelles technologies, donc je suis ravi de pouvoir débattre ce soir. Super, ça va être génial. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Merci à vous d'être présents. On va le rappeler beaucoup trop de fois sûrement. On va le rappeler souvent. Mais en tout cas, voilà. Alors, comme thème principal, pour rappeler un petit peu, l'innovation va-t-elle trop loin? Et oui, évidemment, je vois dans le chat, il y a Benjamin Maito qui est notre coordinateur, coordinateur général finalement. C'est Ne un petit peu l'oublions le pas. chef du projet. Et non, il n'est pas régisseur. Là, il est modérateur, mais sinon, il est coordinateur de tout ce qui va être les deadlines, etc. Merci à tous. Et on va pouvoir commencer avec la première question. Jingle. Voilà, jingle. Donc, pour introduire la 5G, donc la 5G, pour rappeler un petit peu le contexte, c'est la 5e génération, d'où le G, de technologie de réseau mobile. Donc, pour rappeler, la 4G a été introduite en France fin 2012 à Lyon par SFR. Et la 4G+, apportait environ... Ah oui, les jingles sont trop forts, pardon. Et donc, la 4G+, elle était aux alentours de 500 mégabits par seconde. Donc, c'est un petit peu c'est la puissance de téléchargement. La 5G, quant à elle, permettrait d'apporter dans les supérieurs à 1 gigabit par seconde. C'est quasiment le double. Et donc, elle a été introduite dans les 15 communes françaises à partir du 3 décembre 2020 par Orange. Alors, on va commencer, donc, par exemple, avec Corentin et Olivier.
Mais où est-ce qu'on en est par rapport à la concurrence en France, en fait? Je te laisse commencer, Olivier, ou comme tu veux. Non, mais juste, je veux juste dire que j'aurais quelques problèmes de caméra, donc c'est normal si je lag un peu. Donc le marché bien sûr de la 5G, bah, vas-y Corentin, t'es un expert là-dessus, toi. Pas du tout. Bon, en gros, en France, on est un peu en retard par rapport aux autres pays européens. On en est encore au déploiement des antennes. On n'a pas encore commencé la commercialisation des offres tarifaires pour les forfaits téléphoniques, ce qui est le cas contrairement aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud. Donc on a un peu de retard à combler là-dessus. Mais je pense que d'ici un an, on devrait tous pouvoir avoir accès à un forfait 5G une fois qu'on sera équipé de téléphones 5G. Donc ce qu'on peut, donc je rebondis sur ce que tu dis sur les forfaits 5G. Donc il y a notamment Orange et SFR qui ont déjà annoncé un peu les tarifs au niveau de la 5G, qui seraient de l'ordre d'à peu près entre 5 et 7 euros plus cher que la 4G actuellement. Donc ce sera quand même plus cher. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour avoir en gros le plein potentiel, donc il faut le temps d'installer toutes les antennes 5G. Le plein potentiel de la 5G sera aux alentours de 2023-2025, en tout cas dans les grandes villes et dans les agglomérations importantes. Ok, d'accord. Mais du coup, oui, c'était entre 5 et 7 euros de plus par mois, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc j'ai lu quelques chiffres, hein, c'est pas que j'ai lu notamment sur les sites d'Orange, ça aurait été 25,99 euros normalement pour les forfaits 5G. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comment donc la 5G a été déployée notamment en premier, on va dire à Nice, et en fait on a un débit du coup pour ceux qui s'y connaissent, un débit descendant qui est très important, donc qui n'est pas encore de l'ordre de 1 giga, mais à peu près 600 mégas à peu près. Mais par contre, le débit montant, pas encore. Les spécificités là-dessus n'ont pas encore été installées pour pouvoir en fait avoir le débit montant qui sera similaire. Donc c'est ce qu'il faut. Donc c'est vrai que comparé à la 4G, c'est quand même hyper rapide. C'est de l'ordre, on va dire, de 10 fois plus rapide. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau de l'échange du volume de données. Ok, d'accord. Mais du Plus coup, rapide. là, avec ce que tu nous dis finalement, parce que j'avais vu qu'il y avait SFR qui parlait de la VR, donc la réalité augmentée, avec Oui. les réseaux 5G. Est-ce que ça passerait, en fait? Bah, c'est ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, on espère que ça pourra le faire. Donc, d'ailleurs, juste pour rappeler, hein, la 5G, il y en a beaucoup qui parlent d'un progrès, mais pour l'instant, c'est une innovation technologique, hein. On verra après si c'est un progrès, si ça sera vraiment un progrès pour tout le monde. Donc, ce qu'ils veulent faire avec la 5G, donc c'est vrai, c'est permettre, grâce notamment à des box 5G, pouvoir faire de la réalité virtuelle, la VR notamment. Il y a aussi comment en projet les voitures connectées. On en parle souvent, Tesla, Elon Musk, avec les Tesla, les voitures connectées. Donc la 5G pourrait permettre ça, donc pourrait permettre de conduire avec une voiture autonome, tranquillement comme ça. Et ça pose du coup pas mal de questions d'ordre énergétique notamment et d'ordre économique, Mhm. surtout énergétique, notamment au niveau de la consommation d'électricité. Donc Corentin, tu peux rajouter, je pense, quelque chose. Après, faut rappeler que, bon, enfin, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, la 5G, c'est pas une innovation technologique en tant que telle. C'est pas ce qui va faire qu'on va innover. La 5G, ça va être un support pour d'autres innovations, telles que l'Internet des objets, avec les capteurs qui vont permettre potentiellement les voitures autonomes, qui vont permettre aussi les villes connectées, c'est-à-dire une ville où la signalisation et les feux de circulation sont synchronisés de façon à savoir quel côté de la ville, quelle voie faut-il mieux faire circuler afin d'éviter la pollution au maximum du fait des arrêts, des redémarrages, etc. Enfin, la 5G, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va permettre à beaucoup d'entreprises d'innover. De le fait d'accélérer le réseau, les débits, la VR. Ça, demain, pourquoi pas, maintenant, avec des lunettes connectées, pouvoir jouer voir des choses en temps réel, jouer à un jeu plus immersif, etc. Ou alors pouvoir avoir des infos, avoir son Google Maps sur ses lunettes, parce qu'on aurait beaucoup plus d'infos transmises en temps réel sur Tout une à fait. dernière offre, quelque chose qui est proposé dans un magasin. Ça va vraiment être un support à plein d'innovations. Et c'est là où est l'enjeu, je pense. C'est qu'il y a il y a un marché, il y a beaucoup de choses qui sont à faire à partir de la 5G. Ok, d'accord. Donc, alors, Alors, pour rebondir sur ce vas-y, que vas-y, tu vas-y. dis, effectivement, hein,
ça va permettre du coup une panoplie d'innovations, notamment tu disais de comment pour les Google, normalement on peut citer les Google Glass, ce genre de choses-là, mais ça pose aussi beaucoup de questions. On dit à tort un peu que ça permettrait ça permettrait de ça notamment, et ça permettrait aussi aux hôpitaux de pouvoir faire des opérations à une distance, la télémédecine. Mais moi je trouve que c'est un argument qui est totalement bidon en soi, parce que si on fibrait les hôpitaux, on pourrait faire ça aussi à distance. Donc en fait, ça servirait pas vraiment. Par contre, niveau industrie, niveau entreprise, il y a déjà l'industrie de l'automobile qui a pris ça au sérieux. Et ça permettrait, notamment sur les chaînes de production, donc avec différents capteurs qui sont mis au niveau des entreprises, des bâtiments, de pouvoir en fait en temps réel avoir savoir où il y a une panne et en fait de régler les problèmes 50% plus rapidement que si c'était fait normalement, même beaucoup plus rapidement, hein. Donc c'est là en fait le vrai gain de la 5G. Après, bon, moi je suis plus sceptique vis-à-vis de cette technologie-là, notamment ce qu'il faut savoir, c'est sur au niveau des bandes réseau, hein, que la 5G, c'est quoi le problème en fait de la 5G? C'est que il va devoir y avoir plus d'antennes comparé à la 4G, parce que la 4G est sur une bande passante qui favorise. Donc tu peux montrer Antoine, je t'avais envoyé une figure sur les bandes de fréquences liées à la 5G, leurs caractéristiques. Alors, est-ce que c'est les effets significatifs? C'est la figure 1. Je t'avoue, j'ai plein de... pénétration à l'intérieur, portée des... C'est celle-là. Voilà. Donc, c'est celle-là. Donc celle qu'on avait déjà, donc il y avait la bande de 700 MHz déjà attribuée par les opérateurs donc en 2015. Donc on voit que ça a une bonne pénétration intérieure, une bonne portée, mais un débit un peu plus faible. Donc avec ce que veulent installer les opérateurs, donc là ils sont en train de déployer en fait une bande passante en fait entre 3400 et 3800 MHz. Et le problème que pose en fait cette bande, c'est que ça pénètre moins bien l'intérieur. C'est une portée un peu moins importante, mais par contre c'est un débit qui est vraiment excellent. Et il y a un débat aussi sur comment donc là ça va être instauré, c'est ce qui va être instauré récemment d'ailleurs cette bande-là. Par contre la bande de 26 GHz, celle-là, bande millimétrique, elle pose des problèmes, on va dire, au niveau du. Je pense que tu pourras rajouter quelque chose là-dessus, Corentin. C'est au niveau au niveau météorologique pour les prévisions météo. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de satellites qui utilisent cette bande-là. Voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup de longueurs sur cette bande, de zones sur cette bande qui sont vendues aux enchères, parce que du coup, il y a un véritable intérêt de les récupérer pour la 5G plutôt que pour faire des transmissions météorologiques, etc. Tout à fait. Donc, alors, moi, je vais directement entrer dans ce que j'ai envie de dire sur la 5G. Niveau comment on dit que ça va apporter un réel gain au niveau des entreprises, on peut être d'accord. On verra ce que vont faire les entreprises derrière. Moi, je suis un peu sceptique en fait vis-à-vis de des terminaux en fait, parce que la 5G va être mise en place, c'est très bien. Le problème en fait, c'est au niveau du marché des smartphones, hein, et ça, d'ailleurs, Samsung, je pense, Apple sont très contents aussi là-dessus, c'est que ça va augmenter d'ailleurs leurs ventes, parce qu'il va falloir changer une panoplie de pratiquement tous les téléphones d'ailleurs du marché, hein, tous les téléphones du marché pour pouvoir en fait les équiper en 5G, qui puissent en fait capter la 5G. Donc ça pose déjà, on parle de milliards de smartphones, hein, donc c'est pas rien non plus, hein. Donc ça pose des problèmes au niveau énergétique, donc pour produire ces téléphones-là, parce qu'il va falloir en faire des milliards. Donc ça pose des problèmes au niveau des métaux rares, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les métaux rares, ils viennent souvent en fait d'Afrique, d'Asie, et ces métaux rares, ils sont extraits par qui? Par des gamins. Donc c'est pas ouf. C'est beaucoup de suppositions ce que tu fais, c'est pas non, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Moi, je suis assez en désaccord avec toi parce que tout simplement, la 5G, pour les utilisateurs, pour regarder sa vidéo, pour faire sa recherche Internet, avoir de la 4G ou de la 5G, ça va rien changer. La vidéo, on va pas la regarder plus vite qu'elle ne charge. Mais donc, en fait, je pense vraiment que pour la plupart des gens, il n'y a pas un véritable intérêt de passer à la 5G tout de suite, hein. Donc, je pense que il y aura toujours des gens qui voudront avoir le dernier portable à la mode avec la dernière technologie, mais je pense que le parc de téléphones à remplacer va être beaucoup moins important qu'on escompte. Il y a, pour
les clients lambda, il n'y a aucun intérêt d'obtenir un portable 5G. Donc, je ne pense pas que ça va avoir un tel impact sur la pollution, cette fabrication de téléphone, puisque ça va plutôt se disséminer dans le temps. On aura plutôt tendance à prendre un portable 5G quand on aura notre portable 4G qui sera cassé, etc. Mais du coup, excuse-moi, vas-y, continue, Corentin, je rebondirai. Parce qu'au fur et à mesure, on va faire une transition. On va commencer à plus fabriquer les portables 4G et à fabriquer des portables 5G. Mais cette transition, elle va prendre une dizaine d'années. Oui, mais du coup, je rebondis sur ce que tu veux dire, Corentin, parce que je suis d'accord sur le fait que ça va prendre du temps pour changer ces téléphones-là, mais ça ne résout pas du tout le problème du fait notamment de la politique de Macron, parce qu'on sait que c'est comme un président qui favorise, on va dire, l'entrepreneuriat ou quoi, mais les entreprises vont inciter d'ailleurs leurs salariés, notamment ceux qui travaillent dans le digital ou quoi, à avoir du coup ces téléphones-là. Donc il va quand même y avoir beaucoup de gens qui vont quand même devoir demander un téléphone 5G. C'est très dur à chiffrer ce que tu dis là. Moi, c'est une supposition, oui, bien sûr. Je vois pas l'intérêt pour une entreprise qui a des portables qui fonctionnent très bien, que ce soit même pour ses salariés, à investir, à acheter de nouveaux portables. Enfin, moi, je pense que l'intérêt, il est plus pour les entreprises que pour les particuliers. Bien sûr, les gens arriveront à avoir des forfaits 5G. Il y en a certains qui iront se disant que ça va être la révolution, que putain, ils vont pouvoir un meilleur débit, etc. Mais c'est pas le cas. Alors moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez des informations sur où on en est finalement pour l'instant dans le recyclage des téléphones actuellement? On en est où? Est-ce qu'il y a des composants qui se recyclent moins que d'autres? Est-ce que je pense par exemple à la batterie qui ne se recycle pas forcément. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'on a... C'est un peu une aberration. Non. Qu'est-ce qui se recycle dans les téléphones qu'on a tous les jours? La batterie, elle est pas recyclable. C'est fait avec souvent c'est fait avec du lithium. Donc elles sont pas du tout c'est pas du tout une fois que c'est foutu, c'est foutu, hein. On peut pas il faut la changer, donc il faut refaire de l'extraction derrière. Les composants donc dans les téléphones, les composants électroniques non plus. C'est très difficile de les recycler. On n'y arrive pas énormément. On essaie de développer ça d'ailleurs, notamment en économie circulaire, mais le problème c'est que c'est plus cher de recycler que de racheter en fait des matières vierges. Donc les industriels n'ont aucun intérêt à recycler. D'accord. Alors, petite question là, il y a une question sur le live qui est assez intéressante. Pour vous, est-ce que la 5G, est-ce que la 5G finalement elle a un réel intérêt aux particuliers par rapport à la 4G ou c'est juste gadget, ça va plus vite, on peut télécharger des films plus rapidement par exemple Alors, pour moi, l'impact que va avoir la 5G pour le particulier est plus du côté de l'exploitation que vont en faire les industriels. C'est-à-dire que l'industriel, avec la 5G, va pouvoir mettre des capteurs dans les villes, du coup, garantir sa technologie de voiture intelligente grâce à la quantité d'informations qu'elle a, ce qui va bénéficier à l'utilisateur. Mais il n'y aura pas un bénéfice direct, ça va être que des bénéfices au travers de services. J'ai les Google Home, je peux maintenant voir les choses à travers mes lunettes, des informations sur ce qui se passe dans la rue, mais c'est pas le fait d'obtenir la 5G qui va changer la vie de l'utilisateur. C'est les services qui vont en être proposés. Ce sera un peu du gadget. Donc pour toi, ce serait un peu non, pas du gadget. Ce serait un peu c'est indirect finalement. C'est ce qui va en découler. Olivier, toi, t'en penses quoi? Excuse-moi, j'avais quelques problèmes de caméra. Oui. Tu peux du coup répéter. Alors, excuse-moi. Ouais. Donc, on travaille actuellement sur sa vidéo. La question c'était, c'était une question du chat, merci ImTHLXZ, c'était finalement, est-ce que la 5G a un réel intérêt pour le particulier médian, on va dire, ou est-ce que c'est complètement gadget, c'est juste l'idée d'aller vite, etc. Alors, je vais être assez franc là-dessus, c'est que ça sert pas à grand chose en fait. Quand on regarde en fait la 5G, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir on nous dit à regarder des vidéos en 4K. Ok, tout le monde n'est pas équipé de téléphones qui peuvent faire dire de la 4K ou autre chose. Le souci c'est que
ceux qui habitent dans les campagnes, notamment, déjà, ils ont du mal à avoir la DSL. Ils ont que la DSL, donc ils ont un débit qui est assez faible. Je peux prendre l'exemple notamment des Ardennes ou même au fin fond de la Bretagne, fin fond de l'Aisne, c'est exactement pareil. Pour être fibré, c'est déjà assez compliqué. Pour Mais ajouter Corentin, au propos d'Olivier, on compte encore 1 million de personnes qui sont en zone blanche en France aujourd'hui. ouais, c'est ça. Donc, voilà, C'est ça, ouais. Donc, en fait, la stratégie derrière de mettre la 5G, elle est intéressante pour ne pas être en retard par rapport aux autres, aux autres pays, notamment la Chine, les États-Unis. Par contre, moi, en fait, je n'y vois pas énormément d'intérêt si tout le monde ne peut pas avoir de connexion. Si déjà le Français lambda qui habite en campagne a déjà du mal à avoir un débit internet assez stable, c'est pas vraiment intéressant. Moi, au contraire, moi, je pense qu'il y a un véritable intérêt de la 5G au niveau de l'emploi. Je t'ai envoyé un document là-dessus, si tu peux l'afficher. Alors, c'est des prévisions qui ont été faites par IHS Marketing, qui est une entreprise américaine spécialisée en économie et qui a donc du coup estimé qu'en gros, l'arrivée de la 5G, ça va permettre d'innover dans pas mal de secteurs. Et en France, on estime la création d'emplois à peu près 400 000 emplois. Alors après, faut balancer ça avec les emplois qui vont être détruits, parce que qu'on aura un réseau plus performant, on va pouvoir automatiser pas mal de choses, pas mal de services, mais donc il y a un véritable intérêt économique. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment pas tarder à s'y mettre, c'est que si les emplois ils sont pas créés chez nous dans ces secteurs-là, ils sont créés chez les voisins. Et c'est là où je pense qu'il y a un véritable intérêt, c'est vraiment pour les entreprises, pour l'emploi, et pour continuer à pouvoir innover, développer des technologies et pas être en retard comparé à la concurrence. d'accord. Donc, finalement, ça aurait plus un intérêt pour le professionnel que pour le particulier. C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est totalement ça. Alors moi, ce que je peux rajouter, et qu'il faut pas oublier notamment sur le débat, parce que bon, je suis quand même en master transition écologique, c'est que notamment selon en fait le think tank The Shift Project, il y aurait une multiplication par 3 de la consommation énergétique par les opérateurs du coup, avec le passage à la 5G. D'accord. Ce qui représente donc au niveau des émissions françaises à 2% du total. Alors, donc c'est pas non plus, c'est quand même important, quoi. Moi, je tiens à contrebalancer ça par pas mal de choses. C'est déjà que la 5G niveau énergétique, ça consomme beaucoup moins que la 4G parce que c'est beaucoup plus précis. On a bien sûr, niveau octet, des antennes télémétriques qui permettent de viser plus précisément l'envoi des signaux plutôt que de broadcaster les signaux. Ensuite de ça, moi, je pense aussi qu'il va y avoir un véritable impact. Si dans les villes, on les équipe de systèmes intelligents qui permettent de réguler le trafic, c'est la diminution de pollution, des moteurs à l'arrêt qui continuent de tourner, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi voir le côté où on va pouvoir, par exemple, grâce aujourd'hui au compteur Linky, récupérer les données de tous les compteurs Linky des usagers de façon simultanée et de savoir quelle quantité d'électricité faut produire et pouvoir diminuer le gap entre ce qu'on produit et ce qui est consommé, ce qui va aussi permettre de réduire la consommation électrique. Et un dernier point, c'est le fait que comme la 5G, ça bénéficie beaucoup aux appareils qui sont mobiles, les téléphones, les tablettes, les smartphones, on voit à l'avenir beaucoup plus de gens s'orienter sur ce type de support plutôt que d'avoir un ordinateur portable fixe qui serait plutôt connecté à une fibre. Et donc, du coup, ce sont des appareils qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, moi, je tiens à contrebalancer le fait qu'on dise qu'on va consommer plus. Certes, oui, vu qu'on estime, je suis d'accord avec Olivier, on estime que la consommation va augmenter. On estime aussi que du coup, les gens seront plus tentés de regarder des vidéos en très bonne qualité. Mais par contre, ils vont pas être amenés à regarder plus de vidéos qu'avant. S'ils regardaient un certain nombre de vidéos, ils vont continuer à regarder le même. Donc, on estime... Olivia m'avait aussi indiqué ce chiffre-là, c'est qu'une augmentation de la consommation électrique en France de 6 à 13%. Moi, je l'estime un peu grosse. J'estime qu'elle sera peut-être moins forte. Mais nous, en France, c'est pas trop dangereux pour le climat, cette augmentation de la consommation énergétique, puisqu'on a une production énergétique vraiment extrêmement décarbonisée. D'accord. Juste pour conclure là-dessus. Alors, je veux rebondir là-dessus, du coup. Allez, rapidement. Juste, je rebondis juste un peu là-dessus parce que pour une consommation décarbonée, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on produit 40% d'électricité, il me semble, en France, c'est du nucléaire, mais c'est la consommation importée. Donc c'est pour ça que je parle de métaux rares. C'est que derrière, en fait, on a tous une consommation carbonée qu'on importe. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier que ce que la 5G en fait peut faire et parce que
les serveurs en fait qu'il faut refroidir parce que les serveurs sur les comment que les vidéos où les vidéos sont placées, il faut les refroidir ces serveurs. Donc qu'est-ce que font d'ailleurs Google notamment ou Amazon, les serveurs ils les mettent en Écosse pour les refroidir sous l'eau. Donc Et il y a tout un enchaînement derrière qui est assez où qu'il ne faut pas prendre à la légère, hein. Et notamment, donc je rebondis juste encore un truc, hein, d'après France Info aussi, il y avait un article qui était paru comme quoi la majorité des jeunes passaient plus de 6h40 devant leur écran. Donc Par jour, c'est ça? par jour. Donc des économies, pour moi c'est très peu probable avec la 5G. Et en fait, c'est pour ça en fait aussi que je parlais de smartphones, des métaux rares. Mais avec les terminaux qu'on va faire avec la 5G, le public, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que pour moi, ça va faciliter le gaming et le streaming. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, 23% 15% du trafic, 23% du trafic en fait de Internet, donc du réseau Internet, de la bande passante Internet en France, 15% c'est pris par 23% c'est pris par Netflix et 15% pour Google. Donc ça va favoriser encore ça. Donc euh, euh, tu vois exactement l'exemple des vidéos, c'est que demain, si sur Netflix et Amazon, tu ne vas pas pouvoir regarder plus vite la vidéo que ce que tu la charges déjà actuellement aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que c'est là où ça va principalement prendre. Là où la grande partie va l'être, ça va être l'utilisation lambda, puisque les données vont transiter beaucoup plus vite, mais aussi l'utilisation industriel qui va consommer énormément. Je ne pense pas que ça sera tant l'utilisation individuel privé qui va faire augmenter la facture électrique. alors du coup je rebondis là-dessus. La facture, ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est en accroissement aussi avec la population, il faut le savoir avec ça, notamment je revois aux travaux du coup de Marc Bidan qui est très intéressant là-dessus sur la consommation du numérique, mais euh, il faut savoir que mince, je perds mes mots. C'est que c'est qu'avec c'était Jean-Marc Jancovici d'ailleurs, et Marc Bidon aussi. Euh, Jean-Marc Jancovici notamment, donc il y a le rapport, si vous voulez aussi, du Haut Conseil pour le climat, qui a fait un super rapport d'ailleurs sur la 5G, qui est très intéressant, vous pouvez aller le voir, qui disait en fait que, et c'est vrai, hein, ça commence à se vérifier, ça se vérifie au niveau historique, c'est que une fois qu'il y a une technologie, donc c'est l'effet rebond hein, qui est important ici, et du coup l'effet aussi ce qu'on appelait tout à l'heure de comme un peu d'accumulation, hein, d'empilement. Avec tout ça, c'est ce qui va faire que ça va consommer plus. Mais du coup, l'effet rebond, c'est que cette technologie-là va être plus accessible à tous grâce aux gains en fait, aux gains qu'il y a. Si la technologie est plus accessible, ça veut dire que tout le monde va la consommer et du coup, il va y avoir plus de personnes dessus. On a vu ça pour le pétrole. Et qu'est-ce qu'il y a pour le pétrole? C'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles montent, ça réchauffe. Et moi, je pense qu'avec l'instauration de la 5G, c'est pas du tout ça qui va faire qu'on va consommer moins d'énergie. Moi, je pense qu'on va consommer exponentiellement de l'énergie. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs qu'on va d'ailleurs se planter, hein. Se planter, on va. Moi, bon, là, par contre, je dis nettement mon opinion là-dessus, c'est notamment de par ces graphiques-là sur le climat, hein, mais c'est que ça, donc, il y avait un graphique qui était très intéressant que tu peux montrer aussi, Antoine. Allez, on va passer dessus. Oh, pardon. Excusez-moi. Donc, c'est les effets significatifs sur l'empreinte carbone du numérique. Alors. Donc, selon différents scénarios, et donc ils ont prédit, c'est des prédictions qui ont été faites par eux, et en fait, selon les scénarios, haut ou bas, ça va, on aura quand même une augmentation en fait du CO2. Donc, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris des engagements au niveau français pour pouvoir en fait réduire nos consommations. Sauf qu'en fait, les objectifs qu'on a pour 2025, en 2021, on les a déjà largement dépassés. Donc c'est pour ça que c'est important de pas oublier ça. C'est que bien sûr, ça va faciliter énormément de choses. C'est une technologie qui est intéressante, mais de mon point de vue, ça ne va pas arranger du tout au niveau climat. Ok, d'accord. Un petit dernier mot, Corentin, avant d'enchaîner. Sur quoi? Parce qu'Olivier a abordé beaucoup de sujets, donc je sais pas trop sur quoi répondre ou reprendre. Pour ou contre? Je dirais plutôt pour. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs, mais je pense que pourquoi on s'en passerait alors que tous nos voisins vont pas s'en passer. Enfin, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit
de profiter des avancées technologiques, alors que les voisins, les autres pays ne vont pas se gêner. Moi, je vois pas l'intérêt de se brimer. Ok, très bien. La chronique de Julien. Alors, Julien, on t'écoute. Quelle très très belle transition magnifique. Alors déjà, bonjour tout le monde et rebonjour tout le monde. Pour ceux qui se demandaient sur le chat, hein, je suis en charge du coup des chroniques, donc c'est pour ça que j'attendais pas sur le débat. Et ceux qui se demandaient ce que je faisais, du coup, je gère les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à réagir directement sur nos réseaux sociaux, @EcoEnco Twitch. Voilà, sur Instagram, Twitter et Facebook. Je vous invite très fortement à le faire. Alors, première chronique de ce soir, le premier sujet, on va parler de la réforme des APL. Alors, je ne sais pas si vous le saviez du coup, et si vous ne le savez pas, ça va peut-être vous intéresser. Ça va forcément vous toucher. Le 1er janvier 2021 a été mise en œuvre la réforme des aides personnalisées au logement. Le calcul change désormais. En fait, avant, ces aides-là étaient basées sur vos revenus perçus 2 ans plus tôt. Désormais, ils sont effectués sur la base des ressources des 12 derniers mois glissants. Donc c'est un système qui se veut plus égalitaire et plus dans la situation actuelle économique des individus. Alors après, le mode de calcul et les barèmes restent les mêmes. On pourra vous les montrer en fin de chronique, hein. Antoine, tu les as, on les montrera en fin de Ils sont chronique. affichés, si tu veux. Ah bah c'est parfait. Bon, vous pourrez la voir, on va pas non plus détailler la formule, mais au moins vous avez une vision sur la formule du calcul des APL. En plus de ça, grâce au prélèvement à la source, la majorité des actualisations des ressources seront automatisées. Donc voilà, une réforme qui est faite pour un peu simplifier les choses et être plus égalitaire. Alors forcément, si on en parle, c'est que ça a des impacts, pardon. Il y a des gagnants, des perdants et des controverses. Déjà, il faut savoir que 50% des ménages allocataires, donc qui sont en location, sont bénéficiaires des APL, ce qui porte au total à 6,6 millions de ménages. Ceux qui ont eu une hausse de revenus en 2021 verront mécaniquement leurs APL baisser. Inversement, ceux qui ont été touchés par la crise, donc du fait du chômage partiel, de la précarité qui a fait beaucoup de monde, eux verront une hausse de leurs APL. Jusque-là, ça paraît assez égalitaire et assez cohérent. Il a également été annoncé que les étudiants bénéficieront d'un statut, d'un forfait, de sorte à ce que leur APL ne diminue pas. Il y a un régime spécial qui a été pensé pour être protecteur tant que le revenu d'un étudiant ne dépasse pas les 7 000 euros par an. De très bonnes choses. La ministre du Logement déclare avec l'ancien système, un étudiant salarié avait des APL moins importantes qu'un étudiant qui ne travaillait pas en parallèle. Donc voilà, on se veut plus égalitaire avec cette nouvelle réforme des APL. D'accord. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a des grondes forcément. Déjà, il y a une catégorie d'étudiants qui est touchée très fortement, c'est ceux qui sont en contrat de professionnalisation. Donc globalement en alternance, qui sont une partie en entreprise, une partie à l'école. En fait, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le forfait étudiant. Du coup, pour eux, ça change beaucoup de choses, la méthode de calcul change, et leur situation financière change drastiquement. D'une partie, il y a ceux qui n'avaient pas vu venir en fait cette réforme et qui perdent toute aide au logement. Donc ça rend les choses plus compliquées forcément. Et il faut également prendre en compte ceux qui vivent dans des régions où le prix du loyer est assez élevé et qui se retrouvent dans des difficultés financières assez élevées aussi. On a eu beaucoup de témoignages dans les médias, dans la presse et notamment sur les réseaux sociaux également. Mais il n'y a pas forcément que les étudiants dans cette situation-là qui ont des problèmes. Il y a beaucoup d'étudiants non salariés pour qui la situation en fait n'a pas changé, voire s'est dégradée du fait de la crise sanitaire, qui ont également vu leurs aides diminuer. Alors qu'il y avait annoncé qu'il y avait un forfait forcément étudiant et que leurs APL n'allaient pas diminuer. Alors ça, on s'est rendu compte de ça très rapidement en janvier. On entend beaucoup encore parler aussi grâce à des témoignages sur les réseaux sociaux, dans la presse. Il y a une pétition qui a été lancée par une étudiante de Poitiers qui a vu sa situation personnelle, celle des personnes autour d'elle et sur les réseaux sociaux se dégrader. Elle a récolté près de 26 000 signatures, donc c'est un chiffre assez considérable, pour contester le changement de la formule, et, voilà, qui pour elle, donc, dans cette période compliquée, fragilise encore plus les étudiants. Donc là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces étudiants-là ont perdu des aides alors que leur situation n'avait pas changé, voire s'est dégradée alors que c'était censé ne pas bouger? La ministre du Logement a répondu, en tout cas le ministère a répondu, si ça bouge, ce n'est pas normal, il y a une erreur où le dossier est incomplet, la réforme n'a pas été pensée pour diminuer les appels des étudiants. Bon, beaucoup d'étudiants, du coup, a priori, ont eu un souci avec leur dossier, on leur conseille de le refaire. On en débattra après, hein, si vous voulez, si vous pensez que cette réponse est cohérente. Il faut également savoir que cette mesure-là, alors, elle n'a pas été annoncée comme une mesure budgétaire, hein. C'est juste une réforme qui se veut plus égalitaire. Cependant, selon le gouvernement, elle va quand même permettre de réaliser entre 700 millions et 1,3 milliard d'économies. Voilà, on peut en penser ce qu'on en veut. Et une dernière petite information que je vois comme ça, en plus c'est assez récent, le 15 février, du coup, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé la mise en place d'une aide spécifique pour les actifs de moins de 25 ans qui vont s'installer dans un nouveau logement, une aide de 1 000 euros. Alors, ça vient contrebalancer, c'est un coup de pouce du coup financé par Action Logement, qui vient en soi contrebalancer le fait que ces personnes-là ne toucheront plus l'APL. Ça ne compense pas totalement.
Par contre, ça a été annoncé comme n'avoir aucun lien avec cette réforme. Voilà. Je vous laisser en débattre. François, là, je vais pouvoir vous demander votre avis, vous, si cette réforme vous touche également, si vous avez dans votre entourage des soucis de ce genre. Qu'en pensez-vous, mes amis? Et dans le chat aussi, vous pouvez réagir en soi. Alors, Olivier Corentin, vous en pensez quoi? Un petit peu rapidement. Donc, tu peux rappeler peut-être une petite phrase, Julien? En soi, là, cette réforme des APL a été censée ne pas toucher les étudiants, il est censé ne pas perdre d'aide à ce niveau-là, et beaucoup sont sentis lésés, puisque, a priori, des erreurs de calcul, mais également voilà, une mesure qui est annoncée comme non budgétaire et qui va finalement permettre à l'État d'économiser entre 700 millions et 1,3 milliard d'économies, enfin, milliards d'euros, en fait, d'économies pour l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais. C'est très dommage, ça continue. Ça a déjà été le cas il y a 3 ans quand elles ont été touchées, les APL. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a pas mal d'autres endroits où aller récupérer de l'argent. Puis surtout dans la situation actuelle où la plupart des étudiants sont en situation plutôt précaire, voilà, c'est dommage. Tout à fait d'accord avec Corentin. Je suis exactement pareil. Oui. Vas-y. Bah non, mais c'est quand même de toute façon le gouvernement. Enfin, on a un retour du gouvernement un peu. Ils essaient de faire des économies là où ils peuvent, quoi. C'est un peu dommage. Je trouve ça dommage. Surtout que bon, les étudiants après, avec la situation Covid qu'on connaît. Ce qu'on ne sait pas, c'est la boule derrière de chômage et de comment les entreprises qui ont fermé. Donc moi, je trouve Oui, ça du quand coup, même. les jobs étudiants qui diminuent aussi. Le nombre de jobs étudiants qui Bien sûr. diminue aussi. Notamment dans la restauration. Mhm. On peut voir ça avec les restaurants qui sont fermés. Moi, je trouve ça aberrant. C'est pas marrant, on peut pas mettre de beurre dans les épinards là, c'est pas Ce qui est assez en plus tendancieux, c'est que c'est pas annoncé comme tel en soi et que voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui en souffrent. La précarité étudiante, on sait qu'elle touche énormément d'étudiants en ce moment. Donc c'est assez compliqué. On voit dans le chat des personnes qui réagissent sur le fait que ouais, ils sont en alternance et voilà, ils ont eu ces appels qui ont baissé, enfin, ont diminué, voire ont totalement sucré en fait. Je pense qu'il y a aussi eu un problème de communication. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette réforme aurait dû être appliquée le 1er janvier 2020. Ouais, Il y a quelques temps, ça devait être appliqué le 1er janvier 2020. Ça a été retardé et ça a été mis au 1er janvier 2021, mais sans grosse communication préalable. En plus, je pense que ça a surpris beaucoup de monde. Même moi, en soi, je me suis rendu compte de ça mi-janvier, quand on a eu quelques informations qui sont tombées là-dessus. Il y a peut-être eu un manque de communication, ce qui fait que beaucoup de gens se sont retrouvés, leur situation a été lésée. J'ai pu lire quelques témoignages sur les réseaux ou dans la presse d'étudiants qui ont dû abandonner leur logement et se mettre en colocation dans des petits logements, parce qu'en plus, pour les étudiants parisiens, c'est assez compliqué de payer son loyer. surtout Salaire, Paris. voilà, le salaire en alternance, par exemple, voilà, c'est pas pour remettre de côté. Clairement, pour les étudiants parisiens, c'est pour financer leur vie à Paris en plus. Donc, on comprend que ça peut être très compliqué pour tous ces étudiants. Donc voilà, c'est cette petite réforme qui surprend beaucoup. On attend un peu dans les prochains mois, voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, la pétition a récolté 26-27 000 signatures pour contester ça. Alors, on se doute que ça ne fera pas bouger les choses. On estime qu'une fois qu'il y a 500 000 signatures, là, ça peut être vraiment, vraiment traité. Mais, Ouais, 26 000, ça reste. C'est très peu pour le coup. Mais Oui. ça reste quand même. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont touchés à ce niveau-là. Donc, c'est assez particulier. Voilà, écoutez, si dans le chat vous avez des dernières questions, et mes amis, si vous avez aussi des questions à ce sujet-là. À part dire que Olivier est impressionnant en avion. Effectivement, je suis content. Et voilà, on peut signer la fin de cette première chronique. J'espère que ça vous aura appris quelques trucs. Du coup, tu l'avais mis en soi, mais la formule est également disponible pour comprendre un peu comment sont calculées ces aides-là. Et puis, je vais pouvoir vous laisser sur le deuxième débat, j'imagine. Alors juste, je voulais rebondir sur quelque chose que j'avais dit qui était assez faux, c'est la consommation en France nucléaire. Elle n'est pas de 40%, elle est bien de 70%. Excusez-moi, je me suis un peu enflammé. Voilà, c'était pour mettre ça au clair. Parfait, merci. Là-dessus, on va basculer sur la deuxième question. Donc, on envoie le jingle. Donc voilà, l'espace, quelque chose qui fascine une grande partie de la population. 1957, Spoutnik, donc premier homme
premier satellite artificiel qui a été envoyé hors de l'atmosphère terrestre. 1961, Gagarine, premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin. Hein. 1969, Armstrong, Aldrin et Collins sur la Lune. Puis on a commencé à un petit peu s'approprier l'espace. Hein. De plus en plus de satellites qui sont envoyés, donc que ce soit au niveau de l'orbite terrestre ou même au niveau de différentes planètes. Je pense à Mars, je pense à même plus loin, hein, Saturne, etc. Et donc ça a été en majorité, en tout cas sur la fin du XXe siècle, ça a été en majorité contrôlé par tout ce qui va être étatique. Donc, je pense notamment à la NASA, etc. Donc, il y a l'ISS aussi, hein, c'est supranational. Et à partir de 2008, on a SpaceX, qui est la première compagnie privée à sortir de l'orbite terrestre. Non, à sortir de l'atmosphère terrestre. Et maintenant, on commence à aller sur Mars. Donc, direction Mars, hein, on va évidemment parler de Elon Musk. On va évidemment parler de SpaceX. Et en fait, à la base, c'était quoi l'idée d'aller dans l'espace? On sait qu'il y a eu la guerre froide, donc l'affrontement entre les États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS, du coup, maintenant, qui c'est qui avait la plus grosse, finalement? Faute de mots, hein, c'était un petit peu ça au début, et finalement... De toute façon, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, et finalement, on entre un petit peu dans une encore plus grande ouverture sur notre univers, etc. Et alors, première question. Avant, c'était plutôt étatique, supranational, etc. au niveau du financement. Maintenant, on commence à voir de plus en plus de compagnies privées qui s'instaurent dans ce domaine, dans le domaine spatial. Comment ça marche, en fait? Alors, faut dissocier deux choses. Hein. Y a du privé qui s'y met, mais c'est principalement Tesla et la plupart de ces produits sont achetés par la NASA. Enfin, la NASA a des partenariats avec Tesla qui achètent des fusées, etc., du matériel. Tesla, c'est l'exception avec la compagnie de Jeff Bezos aussi qui s'est lancée dans l'espace, mais encore beaucoup de choses sont assez étatiques ou au niveau d'alliances de pays, l'Union européenne, etc. Mais D'accord. Ok. Donc, notamment, on peut dire, c'est vrai que pourquoi au début c'était étatique et après en fait on a ouvert un peu ça, c'est que c'est quand même beaucoup, c'est moins cher, c'est plus efficace de déléguer ça à des entreprises privées qui sont spécialisées. Notamment, comment Corentin, c'est vrai que SpaceX, hein, qui a développé des satellites, mais même des pièces assez spécifiques, hein, pour aller dans l'espace. Si la NASA avait fait ça, c'est vrai que ça lui aurait coûté beaucoup trop cher. Et autant déléguer d'ailleurs ces innovations-là, on va dire, ces constructions-là à des petites entreprises, à des gens qui veulent vraiment innover et qui ont des compétences là-dedans. c'est la stratégie qu'a eu la NASA depuis des années. Hein. Toutes les opérations lunaires, etc., la plupart des innovations technologiques, les revêtements, etc., en téflon, etc., c'est pas eux directement qui les ont inventés. Ça leur aurait coûté trop d'argent et de temps en recherche et développement. Ils ont Bien déjà sûr. fait appel à des sociétés, des compagnies qui étaient spécialisées dans leur domaine, les télécommunications, les revêtements, et qui, eux, ont innové autour de l'espace. C'est pour ça que, malgré que ça soit des États qui soient derrière la conquête spatiale, beaucoup des dépenses vont vers du secteur privé. Oui, bien sûr. Donc on peut dire comment, notamment pour redonner un exemple, hein, Falcon 9, hein, le lanceur développé par SpaceX, hein, qui a été qui a été fait par SpaceX, donc Elon Musk. Hein, donc c'est vrai que c'est des technologies qui sont assez avancées, hein, pour eux. Ce qui les fait en fait, d'ailleurs, c'est aussi l'impulsion de beaucoup de milliardaires, hein, de beaucoup de gens très riches de vouloir aller dans l'espace, de vouloir aller autre part ailleurs dans une planète un peu moins polluée. Oui, il y a pas. Oui, c'était ma deuxième question en fait. Oui. Financièrement, ça apporte quoi? Est-ce que Bah, ça a un apport en fait? alors, ça dépend. Il y a deux choses à distinguer. Il y a les apports directs, donc c'est-à-dire que j'investis pour aller dans l'espace.
je fais fonctionner des entreprises derrière qui travaillent et il y a les investissements de long terme. C'est-à-dire que si je suis le premier à avoir une technologie capable d'aller dans l'espace à moindre coût, une fois que la vraie conquête spatiale sera lancée, qu'on voudra aller, je sais pas, par exemple, coloniser Mars d'ici 100, 50, 100 ans, bah, je serai déjà là, j'aurai la technologie, je serai le premier promoteur. Et puis c'est pareil, si l'espace, c'est un des milieux qui est encore inexploré, où il y a encore beaucoup de ressources à aller chercher, là où la Terre, il y a peu d'endroits où il reste encore des ressources qui sont pas encore exploitées. Il reste le Groenland, parce qu'il y a encore beaucoup de glace et de neige pour aller exploiter les ressources, mais l'espace, il y a un véritable intérêt sur du long terme de développer des technologies dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, pour aller chercher ces ressources. D'accord, il y a des matériaux qu'on Il y a la trouve matière première, bien sûr. presque plus finalement sur Terre, c'est ça? Donc après, juste pour aussi un peu recontextualiser comment se passe le marché, on va dire le marché le marché de l'espace, notamment SpaceX, ils sont quand même étroitement liés donc par l'État, la NASA, mais surtout aussi par l'armée, qui est très intéressée par les technologies qui sont développées dans l'espace. Et donc apparemment en 2016, selon Wall Street Journal, 70% des contrats de SpaceX, proviendraient du gouvernement américain. Et en l'occurrence, l'armée américaine, donc elle aurait signé un contrat de 290 millions de dollars avec SpaceX pour le lancement du coup de 3 satellites GPS. Normalement, c'était 2020. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même l'argent vient quand même pas mal de l'État et de l'armée. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Ouais, c'est là l'intérêt. Oui, du coup, finalement, l'intérêt financier, ce serait surtout les matières premières. Oui, Et aussi l'idée d'anticiper un intérêt futur, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, actuellement, il y a très peu de ressources qui sont accessibles sur les planètes qui nous sont proches, qui sont très intéressantes. Les ressources qui pourraient être exploitées, qui pourraient être intéressantes, ça serait plus sur des astéroïdes, des métaux rares, etc. C'est pas le cas actuellement, il n'y a aucun intérêt à aller sur Mars, parce que quasiment que du fer et très peu de choses qui peuvent être intéressantes pour l'industrie. Mais après, dans la conquête spatiale, il faut différencier des choses. Il y a aussi Elon Musk qui veut mettre en avant du tourisme, c'est-à-dire envoyer des gens sur la Lune, etc. Le tourisme spatial. C'est un commerce qui viserait. C'est très lucratif, c'est très lucratif d'ailleurs, ça fonctionne déjà pas mal. Après, tu marches avec une clientèle plutôt limitée. Oui. On peut comment alors il me semble, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Dirty Biology, qui avait fait un vol 0G notamment. Donc c'était à la mode pendant un moment, ouais. C'était à la mode, donc ça c'est des choses qui sont développées par les industries spatiales, donc c'est pour le vol 0G, qu'est-ce que ça sert? Pourquoi on fait ça? Ça développe des technologies, ça développe l'intelligence artificielle, ça développe énormément l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotisation, dans l'espace notamment, parce que on n'envoie aucun humain pratiquement sur Mars, on n'envoie que des robots. Donc ça développe des secteurs qui sont qui reviennent après dans le civil et qui sont assez intéressants. C'est vrai ce que dit Olivier. Par exemple, la Station spatiale internationale a permis de faire pas mal de tests sur qu'est-ce qui se passe quand un corps humain est exposé à une absence de gravité prolongée. Et il y a des brevets, des études qui en sortent, qui pourront être réutilisées dans le civil. Alors, c'est pas trop le cas de la Station spatiale, mais la conquête spatiale dans son ensemble a dû pousser l'humain à innover pour pouvoir relever des défis. Je prends l'exemple, le fait de pouvoir envoyer un robot sur une planète, il faut pouvoir s'assurer d'un moyen de télécommunication efficace, il faut s'assurer des matériaux qui résistent à des certaines longueurs et fréquences d'onde, des matériaux qui puissent s'adapter au terrain sur lequel le véhicule va se poser. Il y a eu beaucoup d'innovations grâce à cela. Oui. D'accord. Alors, je regarde un peu les questions sur le chat. On m'a parlé de Starlink. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Starlink, et dont c'était mon cas il y a encore 3 secondes, Starlink, ce serait un réseau Internet qui serait développé par satellite. Ça, par contre, j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Donc voilà, en fait, c'est SpaceX en fait, qui voudrait, qui a reçu finalement il y a 2 heures, je vois un article il y a 2 heures, qui aurait reçu l'autorisation de déployer un réseau Internet en fait. Par satellite. Est-ce que c'est une 5G+, ou ça fonctionne pas pareil du tout? Ça pourrait être particulièrement utile pour les régions assez reculées. Moi, je pense premièrement à l'Afrique, où il y a beaucoup de zones où c'est très dur parce que les gros câbles Internet qui sont
dans les océans, ils se promènent le long des côtes africaines, mais ils vont très peu dans les terres. Donc ça pourrait être très utile pour ce type de régions-là qui sont à circuler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je pense que bon, s'ils vont dessus, c'est qu'ils ont bien dû préparer un business plan et qu'il y a un intérêt, mais je ne saurais pas dire. Ouais, pareil, là, je vois quelqu'un qui a rebondi. Pollution lumineuse qui met en péril beaucoup d'études astronomiques. Et Ah, là, ben, du bien sûr. coup, Donc on pourrait, là, ouais, on pourrait transiter même si, est-ce qu'on pollue pas trop l'espace non plus? ah bah, je rebondissais là-dessus. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est très intéressé par l'astrologie, donc dans les paroles, il s'y reconnaîtra. Et c'est vrai que j'allais faire donc avec, c'est d'ailleurs un ami, hein, on allait faire des sessions un peu d'observation du ciel, parce qu'il a un superbe télescope. Et c'est vrai que ça pose en fait énormément de problèmes aux stations d'astronomie, pardon, pas astrologie, excusez-moi, d'astronomie, parce que elles sont obligées d'être vraiment reculées dans les terres, donc qui est pas du tout d'appareils, on va dire, comme des téléphones qui émettent des ondes, parce que pour capter des signaux, des ondes gravitationnelles, ce genre de choses-là, notamment pour Einstein, mais il faut pour qu'on puisse bien observer le ciel, il faut vraiment aucune pollution lumineuse. Donc c'est très compliqué de reproduire, d'avoir ces Mm. conditions-là dans un monde qui est la nuit éclairée pour des raisons de sécurité, pour d'autres raisons. Donc c'est pour ça que généralement ces centres-là, ils sont généralement à 10 km. Il y a rien autour à plus de je sais pas combien de kilomètres. Hein, des fois c'est beaucoup plus. Hein, donc c'est très reculé. Hein, donc Ouais, il bah faut vraiment. justement, ouais. Justement, quelqu'un disait, en parlant de l'Afrique, il y avait un projet d'Internet par ballon, par Ouais, Google, pour les Ouais. régions reculées, mais apparemment, il a été annulé pour cause de non, rentabilité, ouais. insuffisance de rentabilité. Ouais. Alors, je vais juste rebondir parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais on parle pas beaucoup on va dire, du budget qui est alloué, on va dire, en Europe. Et en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget, ben, il est de un peu moins de 6 milliards d'euros hein, en 2020, et c'est 0,07% des budgets des pays adhérents. Donc, dans l'European Special Agency, hein, donc qui n'est pas du tout en mesure du coup de concurrencer la NASA parce que la NASA elle a un budget de 19 milliards, hein, Ouais. 19,8 milliards, hein, donc ce qui est déjà énorme. Et c'est quand même 0,58% du budget états-unien. Donc il y a la Chine aussi, mais la Chine, bon, j'aime pas citer des chiffres chinois parce qu'on ne sait jamais vraiment si c'est des bons chiffres ou quoi, mais bon, la Chine aurait normalement 9,8 milliards hein, de budget pour l'espace. Ce qui fait que ça nous revient en tant qu'Européens, nous, parce que c'est nous qui payons tout ça, hein, ça nous reviendrait à payer une place en fait de cinéma, notamment, pour pouvoir en fait financer l'espace. D'accord. Ce qui Alors, est d'ailleurs pas énorme. Hein. et j'avais une petite dernière question. Alors Euh, juste, du coup, Vas-y, vas-y. je rebondis comme je travaille sur les questions d'économie circulaire. Il y a l'économie circulaire, elle s'intéresse énormément aussi à ce qui est fait dans l'espace. Donc, je vais vous dire un peu plus de ce qu'on étudie, enfin ce que j'étudie moi personnellement, notamment dans mes recherches pour faire mon mémoire. On a des études, notamment un article très intéressant de Boulding en 1966, donc de Spaceships, Earth Spaceships, donc en traduction française, là, le vaisseau spatial de la Terre, quoi. Et notamment sur les questions en fait d'économie circulaire, de ne pas avoir de déchets, de limiter au plus les déchets, et ben l'économie circulaire s'intéresse énormément à ce qui se fait dans l'espace. Et nous, on fait de la physique aussi en économie, il faut pas croire, hein. Notamment à cause de la loi de la thermodynamique, eh ben, on est limité dans la circularité dans la circularité du recyclage. Donc, je peux prendre aussi l'exemple de la station spatiale internationale. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux? C'est de recycler au maximum les déchets qu'ils ont. Donc, par exemple, les déchets que font les astronautes pour qu'ils puissent après remanger, que l'énergie, en fait, ne soit pas disparue. Mais le problème, c'est que on a une loi qui est là, c'est la loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie. Il y a un article intéressant, un article scientifique de monsieur Georges Scorogan, qui est aussi intéressant à lire, hein, c'est la promesse prométhéenne de l'entropie, il me semble, son article, Mhm. qui explique Il a en fait fait bien. plusieurs Prométhée, je crois.
Voilà. Et ben, il a fait un article. Landino. Il a fait un article, donc c'est un économiste à la base et qui a fait d'ailleurs après une loi en physique, hein, et comment elle est vérifiée, hein, mais c'est pour dire que ben on n'arrive pas à faire une singularité parfaite, hein, notamment dans l'espace ou quoi, c'est qu'on aura toujours une perte d'énergie, ce qui fait que ben, on a du mal à avoir à emmener en fait des gens dans l'espace, et que ben, après il faut qu'ils soient approvisionnés à un moment ou à un autre en nourriture, en énergie, en électricité. On a du mal du coup à sortir de ça. Ok, un dernier petit mot pour chacun. L'espace, est-ce que ça vaut le coup de partir? Alors, je prends la parole tout de suite. Je pense que Corentin sera assez d'accord avec moi. C'est que pour moi, la conquête de l'espace, c'est de l'utopie. Même si, comment Elon Musk le dit ou quoi, c'est utopique. Si ça nous sert à nous, oui, c'est très intéressant, notamment pour développer tout ce qui est réduction des déchets, hein. La planète, elle brûle, hein. Jacques Chirac le disait, hein. Donc, il faut pas oublier ça. C'est que on a intérêt à aller dans l'espace seulement si ça nous est bénéfique pour nous après derrière, au niveau de notre planète. Parce que vouloir aller ailleurs, c'est complètement bête, hein, parce que sur Mars, on peut pas respirer, hein, donc il Ouais. y a que sur Terre qu'on peut respirer. Donc il faut pas oublier ça. Ok, Corentin? Bah, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec Olivier. Je suis plutôt d'accord sur le fait que, euh, pour moi, il y a un véritable intérêt parce qu'il y a plus grand-chose à explorer sur Terre. Voilà. Il y a un véritable intérêt de ce côté-là. Moi, je suis plus pour une conquête spatiale d'un point de vue scientifique. Comme l'a dit Olivier, que ça bénéficie aux personnes. Mais j'ai très peur des intérêts des industriels. Alors, ça dépend lesquels. Elon Musk, pour moi, c'est plus un rêveur, quelqu'un qui est passionné. Mais j'ai peur de ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire quand demain un industriel pourra permettre de coloniser Mars, bah, les gens seront dépendants de lui sur cette planète, Bien sûr. sachant qu'en plus actuellement le droit international dans l'espace il est très faible. On applique le droit maritime, des eaux internationales. Donc il y a de grandes portes qui peuvent être bénéfiques pour l'humanité, l'avancée des connaissances, des sciences. Puis en plus, il y a beaucoup de choses à voir. Moi, il y a pas mal il y a par exemple Europe, le satellite de Saturne, je crois, qui pourrait abriter la vie. Il y a beaucoup d'estimations que ça pourrait abriter de la vie sous une autre forme que carbonée. Donc pour moi, je serais très intéressé qu'on y aille. Je suis plus intéressé par ça que par la conquête de Mars, qui est pour moi une planète qui a très peu d'intérêt. Comme la Lune, hein, d'ailleurs aussi, mais oui. La Lune, il y a un intérêt. C'est beaucoup plus facile de faire des tests et de s'entraîner sur la Lune que sur Mars. Mais c'est beaucoup plus proche aussi, hein, la Lune. C'est vrai que Mars, on met quand même énormément de temps à y aller, hein, donc c'est vraiment beaucoup plus proche. Et on va finir par le petit message de Intoxigène. Le bénéfice net, c'est de ne pas s'éteindre au premier astéroïde qui passe par là. Voilà. Ouais. Julien voulait rebondir. Ouais, moi j'ai une petite question à poser qui était passée sur le chat, et si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas. On me demandait aussi combien ça coûte, on parlait du voyage touristique. Alors j'ai fait des recherches. Ouais, alors, n'hésitez pas avec le hashtag c'est pas sourcé. Hein. Vous n'hésitez pas, hein. J'ai regardé, ça coûterait entre 150 et 180 millions de dollars pour une croisière de 6 jours autour de la Lune. Bah écoute, j'ai exactement les mêmes chiffres. Pour combien de personnes? J'ai exactement les mêmes chiffres. Pour une personne. Mais c'est difficile à quantifier. Hein. C'est bah, difficile à quantifier. Personne ne le propose pour l'instant, donc. Okay. Donc les gens qui sont milliardaires et qui nous écoutent, écoutez, c'est largement abordable pour vous. Il y a un marché, on peut tester ça pour vous. Donc vous n'hésitez pas pour qu'on fasse une émission, sur la Lune. N'hésitez pas à faire un maximum de. Allez, hop, on va passer du coup à la deuxième chronique de Julien qui va nous parler des bitcoins. Vas-y Julien, je t'en prie. Encore un super jingle. On parlait d'Elon Musk, hein, forcément, on va encore en reparler. Hein. Ce personnage, on entend beaucoup parler en ce moment. Il est partout. Il est partout. Il est pour cause, on va parler des crypto-monnaies et du bitcoin. Ça vous a sûrement pas échappé. C'est en train de flamber en ce moment et on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Alors, petit annonceur avant, on va pas aller non plus ultra précisément au sujet. On va essayer de vulgariser au maximum pour introduire, parce qu'il y a des choses qui sont assez techniques dans les crypto-monnaies et ça pourra servir, si ça vous intéresse aussi, à un futur débat par la suite. On est quand même sur l'introduction. Déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, une crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie qui est décentralisée, publique, anonyme et numérique. C'est une monnaie qui est loin de tout système monétaire ou bancaire. Hein. Tout ce qu'on connaît, c'est assez lointain.
Et ces monnaies qui sont pas régulées par aucun organe central ou aucune institution financière, et elles sont basées sur un système assez technique qui est le système de la blockchain. Alors, on va essayer de le vulgariser aussi très rapidement. Si ça vous intéresse beaucoup, il y a de très très belles vidéos sur le sujet qui pourront le détailler en pas mal de minutes. Là, pour faire simple, une blockchain, c'est quoi? C'est une grosse base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis la création de la monnaie en soi. C'est une grosse base de données qui est sécurisée et distribuée, partagée par tous les utilisateurs sans intermédiaire. Et en fait, ça permet en fait de vérifier, que chacun puisse vérifier la validité de toute la chaîne. Et donc, dans le cas des crypto-monnaies, les transactions qui sont effectuées en crypto-monnaie sont validées et vérifiées par les utilisateurs eux-mêmes. Alors, c'est pas vous et moi qui sommes derrière l'ordinateur qui vérifions, hein, c'est des énormes machines qui sont d'ailleurs extrêmement énergivores, et ça on en reparlera par la suite effectivement, parce qu'il y a des controverses à ce sujet-là. Donc voilà pour l'introduction sur les crypto-monnaies, et on va parler forcément du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, et dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Alors, qui est cette personne? On ne sait pas. C'est une personne, c'est un pseudonyme en fait. C'est une personne ou un groupe de personnes qui s'est référencé sous ce pseudonyme pour créer cette monnaie. Alors, on estime que cette personne à l'heure actuelle possède environ 700 000 bitcoins, sachant que le cours actuel est de 49 000 dollars par bitcoin. Je me verrai de vérifier, parce que du coup, est-ce que ça a évolué depuis quelques heures? En dollars, on est à combien? Est-ce que sinon la régie peut nous donner? Moi, je vois qu'on est, on est à 49 000. Et alors, on était est-ce que tu as un chiffre approximatif il y a Moi, 3 semaines? On était à combien? Ah oui, il y a une explosion en soi. Là, on est à 49 C'est 000, ça. sachant que là, il y a un gros envol. C'est un marché qui a été extrêmement volatile, puisque en l'espace de 2 mois, hein, sur les 2 derniers mois, on a franchi les seuils des 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 dollars mardi dernier. Donc là, on est à 49 000, et on s'est même rapproché des 60 000 dollars dimanche vers 20 h. Donc On a voilà, été. dimanche, on était le 21, je crois, c'est ça? Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, C'est dimanche, ouais, on ça. était Et donc, vous vers les voyez 50 afficher 000 un dollars. tweet de Elon Musk du 20 février. Effectivement, alors pour revenir, avant de revenir à ça en soi, là, on a eu cette hausse, hein, on était sur les 58 000 dollars dimanche soir. Il y a une chute en début de semaine, on est redescendu à 44 000, un reflux de 23%. Alors, pour le coup, ça a un petit peu inquiété quand même, parce qu'à l'échelle du marché du Bitcoin, il faut le savoir, il a récemment dépassé les 1000 milliards de dollars de valeur, mais c'est 23%, ça constitue quand même 249 milliards qui sont partis en fumée en 38 heures. C'est remonté, là on est à 49 000, c'est en train de revenir sur la barre des 50 000. Alors pourquoi on a ce tweet d'Elon Musk? Parce qu'il avait un petit peu annoncé, hein, ce week-end, il avait clairement tweeté tranquillement. Cela dit, le Bitcoin et l'Ethereum, qui est notre crypto-monnaie, semblent assez haut, lol. Voilà, ce qui a lancé potentiellement une baisse en tout cas, mais c'est un personnage qui catalyse beaucoup beaucoup de choses autour du Bitcoin en ce moment. Petite spécificité aussi du Bitcoin que je n'ai pas précisé, au total, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin en circulation. La deadline est fixée à 2140 et pour l'instant, il y a 18,6 millions de bitcoins qui sont en circulation. Donc c'est une monnaie encore qui se développe et qui a une deadline à 2140. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le bitcoin a explosé, pourquoi il a tant fluctué ces dernières semaines, ces derniers mois. Déjà, ça devient un placement financier qui est plus flexible que des placements bancaires classiques et il y a forcément ce potentiel de croissance qui intéresse beaucoup les différents investisseurs. Il y a une hausse de confiance aussi dans sa réserve de valeur, notamment parce que là, il y a eu le coup Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars, donc forcément ça a fait flamber les choses, on s'est beaucoup plus intéressé. Une entreprise comme ça qui s'intéresse, ça fait gagner en confiance. Il y a également PayPal, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a commencé à accepter des bitcoins en échange, en paiement, etc. C'est voilà, un moyen de réserve, mais également de paiement, ça se développe de plus en plus, le paiement en e-commerce via le Bitcoin. Alors en France, de ce que je sais sur les boutiques, ça se fait pas trop, hein, c'est pas encore très développé, mais sur l'e-commerce, ça commence à développer le paiement en Bitcoin. C'est surtout des transactions qui sont confidentielles et sécurisées, avec des frais relativement faibles. C'est ce qui intéresse aussi beaucoup, hein. C'est assez confidentiel. Et en plus, avec cette crise de la Covid-19, la masse monétaire, elle, a été multipliée par 2, ce qui a entraîné du coup une chute de la valeur de monnaie traditionnelle et mécaniquement a renchéri le prix du Bitcoin. Donc voilà, mis bout à bout, ça participe tout ça à l'envol des cours de la crypto-monnaie. La tendance lui est assez favorable, et donc voilà, on est sur des taux assez élevés, donc on parlait d'Elon Musk, qui également s'est vu critiqué pas mal, hein, sur les réseaux sociaux quand même, quand il y a eu du coup cette baisse ce week-end, un économiste, du coup Peter Schiff, qui l'avait pas mal critiqué sur Twitter. Bon, sa réaction, je vous laisse la découvrir. Je sais pas si tu as C'est pu la bon, mettre. elle est Petit peu affichée. aubergine, je pense que lui, il s'en fout un petit peu, il est assez serein dans son truc. Voilà. Juste pour montrer un peu que ce personnage-là, on en parlait déjà sur l'espace, on en parle sur Bitcoin, qui catalyse beaucoup, beaucoup de choses en ce moment
Et sur les réseaux sociaux, chaque intervention qu'il fait est assez importante. Alors, pour juste contextualiser le truc, une crypto-monnaie, finalement, c'est une monnaie internationale. C'est un peu ça, et qui est hors de tout ce qui va être le cours du marché, des, par exemple, de tout ce qui va être le changement de monnaie, en fait. En C'est fait, une monnaie sans instance au-dessus. du change, voilà, Gérée, du change. change utilisé par les utilisateurs. Enfin, géré par les utilisateurs eux-mêmes en soi, il n'y a pas d'institution, quoi que ce soit. Bah, effectivement, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Julien. L'avantage, en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le Bitcoin parce qu'il y a de la rentabilité ou quoi derrière, mais c'est que les institutions supérieures, donc que ce soit l'État, que ce soit la BCE ou quoi, ils n'ont aucune mainmise là-dessus. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. C'est pour ça que les gens vont là-dessus, hein. C'est qu'il n'y a aucune mainmise là-dessus, donc ils font n'importe quoi, hein. On fait n'importe quoi avec le Bitcoin. Donc en plus, on ne pourra jamais savoir à qui et à qui. Ça prendrait beaucoup de temps. Donc les gens ont tout intérêt à aller là-dedans. Parce que maintenant, limite, en fait, la monnaie, c'est un peu futuriste ce que je dis, mais la monnaie limite ancienne qu'on connaît, les euros, là, ça va être dépassé. Ah, ça Là, va être c'est que, dépassé. Tu penses que les cryptos vont remplacer bah, complètement alors, la non, monnaie du futur? j'espère pas. Moi, j'espère pas parce que là, ça veut dire que l'État n'aura plus aucun contrôle sur la monnaie. Donc, ça veut dire que s'il y a une crise financière, tout le monde est Oui, voilà, ouais, et livré à soi-même, en pardonnez-moi le fait. terme, un peu niqué, quoi. Tout le monde Ouais. est, tout le monde se fera ça veut dire que personne pourra remonter la pente, hein. On Si va, tout le monde se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule. on va parler un Donc peu de ce c'est qu'en pas bien, pensent hein. les institutions financières en soi. On va en parler. On nous parlait aussi du coup au niveau de la confiance que Mastercard va autoriser les transactions en crypto-monnaie. Donc, Oui, on augmente Bien sûr. la confiance dans ces dernières. Voilà, comme tu ouais. disais, Olive, ça, on va parler un petit peu là des institutionnels, des institutions financières. Qu'elles en pensent? Vous l'avez peut-être vu aussi ces derniers jours. Alors, avec cette baisse progressive, on en parlait. Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui décrivait le Bitcoin non pas comme une monnaie, mais comme un actif hautement spéculatif. Voilà. Une Ah bah de grosse toute critique façon, qui a été faite par Christine Lagarde. Également, Janet Yellen. Je vais pas l'écorcher, Janet Yellen plutôt, pardon, qui est l'ancienne présidente, elle, de la Fed, la Banque fédérale des États-Unis, qui est maintenant secrétaire au Trésor des USA, qui aussi le décrivait comme un actif hautement spéculatoire, hein. Un peu globalement, c'est l'idée générale. Par contre, elle est assez nuancée, parce qu'elle a reconnu quand même que les monnaies numériques pouvaient amener des paiements plus rapides et moins coûteux, et pouvaient être intéressants. Elle a même estimé qu'il pouvait être intéressant que la Banque centrale américaine travaille sur un projet de dollar numérique. Donc on voit un petit peu quand bah, même bien qu'il sûr. y a un intérêt qui est porté. Par contre, selon elle, et là ça va être un débat que je vais porter avec vous parce que c'est assez intéressant, en soi, voilà, les crypto-monnaies sont inefficientes si on considère la quantité d'énergie nécessaire à boucler les transactions. Parce qu'on en parlait avant, c'est des grosses machines, hein, qui travaillent à ce niveau-là pour boucler les transactions. Et alors, j'ai pu vous retrouver quelques statistiques. On estime que les transactions de Bitcoin consomment annuellement plus d'énergie que des pays comme les Pays-Bas ou l'Argentine. Si on Ah voit un oui, peu l'impact que ça a. Donc voilà. Parce que voilà, il faut le comprendre, hein, on l'a pas développé, etc., parce que c'est dans le principe de la blockchain et du coup du minage du Bitcoin, mais c'est des énormes machines, et là il y a de très beaux reportages ouais, dessus, ouais, ouais. qui sont répartis dans des hangars, dans des usines, qui travaillent et qui tournent H24 pour vérifier les transactions, et du coup ça va créer aussi du Bitcoin. Et voilà, moi c'est l'axe supplémentaire que je veux développer avec vous, c'est la question un peu écologique du Bitcoin, tout l'enjeu en fait des Bitcoins verts, parce qu'on en parle. Il y a des personnes qui parlent de produire des Bitcoins verts. Comment ils font? En fait, eux, ils vont implanter les fermes de minage, du coup de création de Bitcoin, là on a toutes ces machines-là, là où l'électricité est surproduite et où le réseau ne peut pas l'acheminer plus loin. Parce qu'on sait que l'électricité, ça stocke difficilement. Et Oui. donc, ils ont été construire, voilà, mettre des fermes de minage pour la consommer sur place, par exemple, en Centrafrique, où c'est des productions hydroélectriques, ou encore en Islande, pour la plus connue, où c'est à base de géothermie. Donc, on va avoir un petit peu votre avis sur ça, vous. Comment vous voyez un peu l'impact du Bitcoin sur la planète aussi? Parce que Alors moi, juste une petite question pour le chat. J'ai revu qu'on me parlait de cartes graphiques. Est-ce que vous pouvez un peu préciser la question, Alors s'il vous plaît? je peux bondir là-dessus. Sur les cas. Alors donc bah, d'ailleurs comment je rebondis sur enfin du coup ce que disait, je suis dans la continuité de ce que disait comment Julien sur la consommation d'électricité et tout ça. Mais notamment pour les fans de un peu de hardware, hein, de PC ou quoi, il est difficile en ce moment de se procurer des cartes graphiques Nvidia, AMD,
notamment les RX 6000, hein, XT, En 800 fait, les XT, milieux de gamme. Les milieux de gamme, voilà, on a les plus. RTX 3060, on n'en a plus. Et pourquoi on n'en a plus? Eh ben, c'est parce que tout le monde mine de la crypto-monnaie en Iran, hein, parce que l'Iran, c'est comment ce qu'il faut savoir, c'est que le prix est, il me semble, Ah, les hauts de gamme beaucoup aussi, moins cher. apparemment. Beaucoup Les hauts moins de cher. gamme Mais bien aussi, sûr, les hauts de ouais. gamme. Ouais, tout. Genre bah oui, les RTX 3090 ou quoi, c'est des elles sont parfaites pour faire du minage, notamment sur l'Ethereum. Alors en fait, Notamment sur Ethereum. le principe du minage, ça va être d'utiliser donc une carte graphique ou je crois un processeur aussi, ça fonctionne? La Pas puissance en dit. fait de la carte, c'est la puissance de la carte graphique, donc notamment la VRAM, hein, la puissance de calcul, qui fait qu'en fait elle est très intéressante parce que c'est pas très cher de l'acheter et c'est ce qui fait que c'est très rentable. Et En en fait fait, la puissance de calcul est très importante. elle va automatiquement faire des micro-transactions tout le temps, tout Mm. le temps. Elle va acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et en fait, elle va tout le temps être acheter, vendre et être gagnante. Ça va être des centièmes de centimes, mais au bout d'un moment, plus ça mine et Ben, plus en ça fait fait, des sous finalement. comme le disait Julien, hein, de toute façon, mais c'est ça, c'est plus en fait, plus vous avez de cartes graphiques pour miner et plus vous avez de la chance en fait de faire d'avoir en fait un Bitcoin quoi. Donc c'est ça, plus il y en a, plus tu as de cartes graphiques pour miner, mieux c'est. Donc plus tu Ouais. as de chances à la fin d'avoir un Bitcoin. C'est Ah, ce qu'il puis faut voir. il faut préciser, hein, pour ceux qui l'ont pas forcément, les moyens d'obtenir du Bitcoin, c'est soit bah, d'en acheter hein, en échange de monnaie classique, ou voilà, c'est ça, c'est ce minage-là, la création de Bitcoin qui se fait en vérifiant les transactions qui sont faites sur la blockchain. Voilà, c'est les manières d'obtenir. Et voilà. Donc si c'est bien compris pour ceux qui posaient la question. Alors attendez, parce que là, apparemment j'ai dit une fake news. J'attends qu'on m'explique. Et du coup, Corentin, on t'écoute Ah, Non, je crois que pour rebondir sur Elon Musk. c'est avec ce que tu as dit sur les microtransactions Ouais, que ouais, je ouais, pense ouais, ouais. que c'est pas pour les microtransactions, c'est pour justement continuer de décoder la blockchain et ensuite recréer plus de monnaie que là, les cartes graphiques tournent. Sur Elon Musk, comment ça en général, quoi, Sur son tweet, déjà. sur son tweet? Oh, je pense que c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup de tout ça. Je pense que bah, PayPal, ça lui appartient. Donc, s'il a investi de l'argent dedans, c'est aussi parce qu'il y croit un peu, qu'il voit l'avenir là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a un véritable intérêt. Quand on voit aujourd'hui, quand on échange avec les États-Unis, si on fait la moindre transaction en dollars, on est imposé du droit américain. Donc, je pense bien vraiment que ça sûr. peut être quelque Voilà. chose qui peut être beaucoup utile pour les sociétés qui veulent, par exemple, outrepasser le droit américain et pouvoir continuer à fonctionner. Après, Mhm. je, je pense que toutes les banques centrales aujourd'hui s'y intéressent parce qu'ils en ont extrêmement peur. Les banques qui créent la monnaie. Je pense que c'est quelque chose enfin, je sais pas quoi conclure ou quoi dire, mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a une véritable utilité, c'est de pouvoir faire des transactions sans être tracé. Donc, je pense que ça continuera d'exister. Bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Corentin. Alors, je voulais juste ajouter un truc où je pense que en fait, miner du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est pas finalement très écolo non plus, hein. Parce que, donc, anecdote, c'est que les fermes de minage, notamment, elles sont pas en France parce qu'en France, l'électricité coûte trop cher, donc ils se déplacent en Chine ou en Iran. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces pays-là? C'est qu'il y a des fermes de minage qui sont assez importantes. Et ces fermes de minage-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent beaucoup trop d'électricité, ce qui fait qu'il y a des coupures de courant là-bas. C'est quand même fou, ça, hein. Il y a des coupures de courant là-bas à Ouais. cause, en fait, des fermes de minage. C'est énergivore à mort en électricité. Donc c'est ça qui est très peu, enfin qui est très pas très écologique, hein. C'est pour ça Bitcoin vert, ils me font bien rire là-dessus, hein. Ils me font même beaucoup rire, hein. Il y a pas de Bitcoin vert, hein. Ça n'existera jamais, hein. À moins que toute l'électricité soit faite en renouvelable. Et encore, on sait que le renouvelable, c'est pas très écolo. Voilà. Alors, Bah, du coup, je, Nicolas The enfin, Gun. Alors, juste pour. Non, vas-y, Corentin. bah, en fait, enfin, si, il y a déjà enfin, c'est pas du Bitcoin vert, mais il y a déjà du minage vert. En Islande, il y a beaucoup de fermes Ça fait permis, qui ouais. sont basées sur l'énergie thermique, donc ça existe. Après, qu'est-ce que c'est du Bitcoin vert? C'est si tu mines sur une monnaie ou une autre, ça, c'est un terme qui Ouais. pour moi veut pas dire grand-chose. Ça voudrait dire que tous les gens qui minent cette monnaie minent avec de l'énergie renouvelable. Enfin, Non, mais c'est. Alors, Ah ouais, bon. du coup, je vais reprendre ce qu'a dit Nicolas The God qui me dit. Enfin, qui nous dit. Le Dixit minage, c'est Nicolas le Zagon. pro.
Le minage, c'est le procédé par lequel les transactions Bitcoin sont sécurisées et tu gagnes une partie de ce que tu décodes. Ouais. En Parce qu'en gros. gros, il faut savoir qu'il y a quand même des petites dans les transactions, comment on appelle ça? Une partie de ce qui est Commission, de quoi. transactions, ouais, de commission, exactement, c'est le terme que je cherchais. Il y a des D'accord. commissions, et du coup, ces commissions-là sont là pour rémunérer les mineurs. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que comme il monte le Bitcoin, bah, c'est très rentable de miner, hein, parce que quand le Bitcoin était à 1000 euros ou quoi, bah, c'était plus rentable de miner du Bitcoin. D'ailleurs, petite anecdote sur le Bitcoin avant de pouvoir clôturer, hein, si vous voulez. Je vous avais parlé qu'il y avait une deadline, le Bitcoin, 2140. Il y a en fait, ça a été programmé qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin au final en circulation, et là on est à 18 millions 6. Comment ça se fait? C'est que tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin que vous récupérez en minant et que vous créez diminue, et est divisé par 2 tous les 4 ans. Ce qui fait qu'au final, voilà, au départ, quand vous étiez mineur de Bitcoin, vous récupériez beaucoup de Bitcoin au début, et là plus ça avance, plus, là, plus il y a de monde, plus ça diminue. Et c'est prévu pour que du coup, en 2140, il n'y ait plus de création de Bitcoin du tout. Ok. Merci à vous. On va passer sur la dernière petite chronique de cette émission. Et donc, ça va être les Good News. Et oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux que des Good News pour finir une émission? Alors là, on en a sélectionné 3. Oui, des bonnes nouvelles, ça arrive. On en a encore. Même en 2021, il y en a. Alors la première, on va rester un petit peu dans le domaine du financier. On va appeler ça a été appelé la finance verte. C'est paru dans l'Express, c'était il y a 2 jours, lundi matin, voilà. Lundi matin, le 22 février 2021. Tikehau Capital boucle une levée de fonds d'1 milliard d'euros. Alors, Tikehau Capital, il faut savoir que c'est une société française, Cocorico. C'est une société française qui a été créée en 2004 par 2 entrepreneurs de la finance. C'est une société de gestion d'actifs financiers. Donc, un gestionnaire d'actifs, en fait, c'est quelqu'un ou une entreprise, en fait, à qui tu vas donner tes biens. Donc, que ce soit des biens, par exemple, immobiliers ou ça va être de l'argent directement, et qui va placer ces biens quelque part pour faire fructifier et te ramener plus d'argent en prenant évidemment une petite commission au passage. Et donc, Tikehau Capital a ouvert ses portes aux investisseurs et a récolté plus d'1 milliard d'euros d'actifs financiers. Alors évidemment, il va falloir faire fructifier ça. Mais voilà, l'objectif aussi de Tikehau Capital, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais c'est un acteur de la place parisienne qui a lancé un fonds, mais entièrement dédié à la transition écologique. C'est-à-dire que l'argent qui va être récupéré va servir à financer, par exemple, de la dépollution, à financer des innovateurs dans le domaine de l'environnement, etc., etc. Et donc, voilà, on a dépassé le milliard d'euros collectés par les investisseurs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est une très bonne nouvelle, hein. C'est en vogue, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Oui, finalement, je vous prends un peu en traître. Hein. Pour moi, ça change beaucoup des autres fonds d'investissement qui s'orientaient surtout sur des énergies, des énergies fossiles assez carbonées. Après, je pense que les rendements vont être peu faibles parce que l'énergie renouvelable, pour moi, actuellement, c'est pas très très rentable. Donc, ce qui compte, c'est que c'est l'initiative, on va dire. Olivier? Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Je me doute, mais tout le monde ne sait pas. Non, mais c'est... Mais je t'en prie, Ouais. rebondis là-dessus. De toute façon, moi je prône la décroissance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, voilà. On en parlera une autre C'est bien, fois. non, mais il faut encourager ce genre d'initiative-là. Hein. Faut pas être, moi, je suis très pessimiste sur l'avenir, mais non, il faut encourager ce genre d'initiative-là, c'est très important. Hein. Chaque geste compte, donc c'est important. Voilà. Ok, on va passer du coup à la deuxième bonne nouvelle. Wow, 2 bonnes nouvelles dans la même soirée. Et oui. Alors, bonne nouvelle pour tout le monde.
Il y a débat. Moi, personnellement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous nous direz après si pour vous, c'est une bonne nouvelle. Mais attention aux amateurs de Happy Meals, puisque McDonald's va supprimer les jouets en plastique. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça est paru dans le Figaro le 11 février 2021, donc il y a à peu près 2 semaines. Et donc, en France, le PDG a annoncé qu'il souhaitait réduire au maximum le nombre de plastiques utilisés dans son restaurant, enfin dans ses restaurants. Donc, c'est le PDG de McDonald's France, Naufal Trabelsi, et donc avec une disparition au plus tard le 1er janvier 2022. Voilà, c'est l'idée. Alors, ce n'est pas forcément 100% désintéressé, puisque ça suit une loi en fait, du 10 mars 2016, décret des 5 flux, pour ceux qui le veulent. Et donc, déjà, on avait eu le 18 novembre 2019 les pailles et les gobelets en plastique terminés. Ouais. Et donc là, maintenant, les petits jouets en plastique. Bon, Il était temps. S'il y a des enfants qui nous regardent, non, mais c'est cool, ils ont plutôt intérêt en soi. Hein. Tout ce que fait McDo est scruté en soi, vu qu'ils sont quand même. Donc ça va évidemment être remplacé par notamment des coloriages, des figurines en carton et des livres. Les jouets en bois aussi, ça doit être. Hâte de prendre mon Happy Meal pour le coup. Ah, il y a des gens qui ont le démon dans le chat. Je suis désolé. Ils ont raison, ils sont aussi engagés à réduire leurs émissions de CO2, il me semble 36% d'ici 2030 et d'ici 2025 à utiliser 100% de matières recyclées et renouvelables. Donc voilà. Ça de très près. Allez, et petite dernière news. Le Monde, hier. Protection hygiénique gratuite dans les universités à la prochaine rentrée. Et ça, c'est quand même une sacrée avancée pour lutter contre la précarité des jeunes. Voilà, donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui souhaite instaurer. L'objectif, c'est d'instaurer 1500 distributeurs de protection hygiénique dans les CROUS et les services de protection de santé universitaire d'ici la prochaine rentrée. Alors, très bonne nouvelle. Comme ça, prochaine rentrée en février. Non, en mars, je crois. Donc, il va y avoir du boulot. Ce seront des protections respectueuses de l'environnement. On s'en rappelle, en novembre 2020, l'Écosse, première nation à mettre à disposition des protections périodiques dans tous les bâtiments publics. Maintenant, la France. Est-ce que ça va continuer dans le monde ? On l'espère. Mais c'est une grosse avancée quand même. C'est une grosse avancée. Ouais, c'est une grosse avancée. Ça fait suite aussi forcément à toute cette activité des étudiants qui a démontré en fait la précarité étudiante. Et du coup, là, c'est la précarité menstruelle qui touche les personnes qui sont menstruées. Ça fait suite aussi à une enquête qui a été menée par des associations étudiantes, qui a été du coup transmise par les réseaux sociaux et au gouvernement, qui démontrait que la précarité menstruelle touchait énormément d'étudiantes et que c'était quand même qu'on le voyait pas en fait. Donc voilà. Une enquête qui a bien fonctionné, des réponses qui sont assez rapides, très très bonne nouvelle pour le coup. Alors, et juste, c'est pas dit dans le titre, c'est pas dit dans l'article et tout ça, c'est juste une réflexion perso. Je sais que j'avais dit que je devais être impartial, je ne le suis pas. C'est une impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pourquoi pas de la santé, en fait? Ça touche les étudiants, c'est pour ça, je pense. C'est vraiment la destination des universitaires, donc c'est elle qui prend les responsabilités. Ouais. Après, ça pourrait, mais c'est une très bonne chose de se développer à tous les niveaux. Oui, je pense que l'idée, ce serait de le développer à tout le monde, finalement. À tout le monde, ça aurait un plus gros coût que juste aux universitaires. Et là, je pense qu'il y aurait débat au niveau de la société. Ouais. Je suis d'accord avec Corentin. Ouais. Évidemment, à la suite de cela, il y aura des campagnes de prévention pour lutter contre le manque d'informations, donc dans les collèges notamment. Il y aura des lois aussi de clarification des industriels concernant les risques de chocs toxiques, par exemple. Voilà. Des chocs toxiques et aussi des conditions d'utilisation, c'est pas le terme, mais c'est très imagé. C'est plus simple quand même. Voilà. Pour les good news. Écoute, on est ravis. De très bonnes nouvelles. Pour les good news. Il en faut. Voilà. C'est toujours bien de terminer avec des good news parce que oui, il y en a. En tout cas, merci à vous
pour votre participation à cette première émission. C'est un plaisir. Ben, merci bien. Hein. Merci de Merci m'avoir surtout. Merci surtout à Corentin et à comment il ne faut pas oublier Benjamin Maito aussi hein, dans l'ombre. Ouais, Benjamin, Merci, on effectivement, l'oublie Benjamin. pas. Hein. On salue Qui a organisé beaucoup de derrière choses. tout ça, l'homme de l'ombre. Merci Olivier, beaucoup Corentin. Olivier, C'est on te vraiment demande de rebondir Merci à vous. une petite dernière fois avant de finir. Oui, c'est vrai que je disais beaucoup, effectivement. N'hésitez pas, les Ce personnes sera- qui sont dans Mais le chat, écoutez, soyez là à la prochaine émission, je rebondirai sûrement aussi beaucoup. n'hésitez pas, les personnes qui sont dans le chat aussi, à nous faire vos retours, hein, comment vous avez vécu l'émission. On est encore dispo Donc sur voilà. les réseaux sociaux au quotidien, @EcoTwitch sur Facebook, Twitter, Instagram. Réagissez au maximum, faites-nous vos retours. N'hésitez pas. Hein. On propose Et de si- plus en plus de bonnes émissions. Si N'hésitez vous pas à avez- lâcher vos subs aussi. Hein. Si Gros vous pouce avez bleu, aussi lâchez vos subs, des n'hésitez pas à idées de follow. thèmes, Ouais. des idées de thèmes aussi, n'hésitez pas. Hein. Et d'intervenants également. Voilà. Avec. Merci à toi, Corentin. Merci. passer. Merci à vous. On te reverra sûrement. S'il y a J'espère, une question un petit peu technologique, technique, on te rappellera. C'est gentil. Voilà. Merci à toi, merci à vous tous, merci le chat, merci à Benjamin Maito aussi. Merci Merci beaucoup, aussi à vous le chat, hein, tout simplement. Ils n'ont pas de questions dans le chat. Est-ce que Notamment vous sur avez les- des questions Oui, on là peut rester C'est un que quelques du secondes plus. pour C'est que du plus. discuter avec vous. Bravo les Du gars, plus, très hein, fort. n'hésitez pas. Hein. N'hésitez Merci pas. pour vos retours positifs. Ça fait vraiment Et merci plaisir. beaucoup et ça fait super plaisir. T'auras pas mon argent, t'auras même pas 50 centimes. C'est pas super sympa ça. Ah, c'est pas très sympa ça. Samuel Etienne, on nous dit comme invité. On va essayer. Ah là là, c'est beau. C'est Tu mieux. nous- Ça va être dur. Force de tes cuisses. On a beaucoup parlé de tes cuisses, Olivier, quand même. Hein. Non, Tout mais à l'heure, c'est- j'ai cru voir des bêtises. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Echo & Co. Merci à Fiaxer pour son commentaire. Et C'est très voilà. sympa. On vous fait des gros bisous. On Merci vous à souhaite Elio une aussi, hein. excellente fin de soirée. On vous invite à aller checker les réseaux pour savoir quand sera la prochaine émission. La rediffusion Merci arrive. beaucoup. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. revoir. Au revoir à tous.